Votre premier rendez-vous Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, sous la plume de Raymond Herbert Wilkinson, La guerre des nerfs. C'est vers 6 heures du matin que la neige a commencé à tomber. Lorsque 2 heures plus tard, les 6 occupants du refuge de chasse prennent leur petit déjeuner, le vent hurle en tempête par 20 degrés sous zéro. Le groupe comprend les propriétaires du refuge, Dean Halt, sa sœur Russ, et leurs hôtes, tous vieux amis. Le docteur Frank Vellone, un éminent chirurgien, Han Cockrell, un agent de change, Wayne Evans, l'écrivain à succès, et sa femme Nancy. Ils se sont donné rendez-vous dans ce refuge perdu, bien sûr, pour skier, mais surtout pour fêter les fiançailles de Russ Halt et Frank Vellone. Personne parmi cette heureuse assemblée ne se doute qu'avant la fin de la tempête, l'un d'eux serait mort des mains d'un autre. Ce café bouillant et le feu qui crépite sont les meilleures conditions pour apprécier une telle tempête, fait Frank Vellone en caressant la main de Russ. Tout juste, Frank, acquiesce Dean, le propriétaire du refuge. Mais je me vois mal dehors par un temps pareil. Je crains fort que nous soyons bloqués ici jusqu'à la fin de la tempête. La remarque de Frank est indéniable et la perspective d'être ainsi bloqué les excite par son côté aventureux. Ils se sentent isolés, coupés de tout, totalement solidaires les uns des autres. Il y a une sensation nouvelle pour des citadins. Cette perspective n'a rien d'un naufrage, car il y a des vivres en quantité, une bibliothèque bien pourvue, un échiquier et une chaîne laser alimentée par le groupe électrogène du refuge. C'est avec une certaine euphorie que chacun met du sien pour débarrasser la table, faire la vaisselle, les lits, emplir le coffre à bois. En fait, ils se connaissent mal. En ville, ils ne sont jamais restés plus d'une soirée ensemble. Le renouvellement constant des personnes et des activités atténue l'ennui et aucun n'est obligé d'accepter la présence de l'autre plus longtemps qu'il le désire. Mais le blizzard, la neige aveuglante, la température polaire durent bien plus que prévu. À la fin du 3e jour, chacun commence à remarquer chez les autres des traits de caractère qui n'avaient jusqu'ici jamais attiré son attention. Soit parce qu'il les avait ignorés, soit parce qu'il s'était empressé de les oublier avant qu'ils ne deviennent une source d'agacement. Malheureusement, ici, aucune diversion n'est possible. La neige s'amoncelle sans répit autour du chalet, et la seule sortie possible est quand on manie la pelle pour préserver un sentier jusqu'à la réserve de bois, à une vingtaine de mètres de là. Le reste du temps, on s'active à lutter contre les rafales qui, s'engouffrant dans la cheminée, éparpillent des tisons dans tout le living room. Très désagréable pendant une partie d'échecs ou au cours d'une lecture. La nuit, il est indispensable d'obstruer l'âtre afin d'éviter de semblables dégâts. Résultat, chaque matin, le living est aussi froid qu'une glacière. Les prémices de ce qui allait arriver sont apparues le matin du 4e jour. C'est en entrant dans le living, après une très mauvaise nuit, que Dean Halt trouve l'écrivain Wayne Evans prostré devant le foyer éteint, une couverture sur les genoux, un verre de whisky à moitié entamé en main, la caisse de bûche vide à ses pieds. Une vague inattendue d'irritation et de dégoût le submerge aussitôt. Se maîtrisant tant bien que mal et détendant son visage d'un sourire, il fait, d'une voix qu'il voudrait amène, « Ne pensez-vous pas qu'il faudrait allumer le feu, Wayne? D'ailleurs, je crois que c'est votre tour. » Vous faites erreur, Dean, c'est le vôtre. J'ai trimballé du bois toute la journée d'hier. Du reste, j'ai suffisamment chaud, conclut-il en levant son verre.
C'est un peu plus tard que l'agent de change Hunt Cockrell remarque que Russ Holt, pour laquelle il éprouve plus qu'un certain penchant, abuse de l'adverbe « vraiment ». Sans doute l'a-t-elle toujours fait, mais ça ne l'a jamais exaspéré à ce point. Alors que, debout dans la cuisine, il observe les efforts qu'elle déploie pour réchauffer une tranche de jambon cuit sur le poêle à bois, il se dit qu'il l'étranglerait si elle prononce encore une seule fois « vraiment ». « Vraiment », dit-elle, « essayer de faire cuire quelque chose sur cet appareil rustique relève de l'exploit. Vraiment. »« Russ », gémit-il les dents serrées, « si vous dites encore une fois « vraiment », je vous étrangle. » Elle le regarde à la fois étonnée et irritée. « Vraiment, Hunt? Se peut-il que vous soyez aussi violent? Vraiment ?» En guise de réponse, il l'enlace et l'embrasse, histoire de la faire taire. Surprise, elle se laisse faire, puis se débat pour se dégager. « Vraiment, Hunt? Voudriez-vous me faire la cour, vraiment? Mais vous oubliez que je suis fiancé à Frank. »« Au diable, Frank !» grince-t-il. « Vraiment ?» Au cours du dîner, Nancy Evans se tourne brusquement vers Hunt et dit, avec un calme glacial, « Est-il indispensable que vous fassiez précéder chacune de vos phrases de ce petit rire idiot? C'est horripilant. » Toute conversation s'arrête. Seul le hurlement du blizzard déchire le silence. Personne, jusqu'à cet instant précis, n'a remarqué ce tic, ou alors n'y a attaché aucune importance, mais ce soir, il choque. Vraiment. Après un nouveau petit rire involontaire, Hunt réplique « Désolé, ma chère, mais je suis sûr que ça n'est rien à côté de votre affreuse habitude de dire « Comment ?» chaque fois qu'on vous parle, ce qui nous oblige à répéter. « Comment ?» Là, vous voyez ce que je veux dire? Commente-t-il en balayant l'assemblée d'un regard triomphant. La neige couvre le monde. Le rugissement du vent se renforce, le thermomètre descend davantage et la guerre des nerfs s'aggrave. Quelque chose va se produire, à coup sûr. C'est forcé. Vraiment, Hunt, voulez-vous cesser vos avances? Je suis fiancé. Si je l'entends encore rire une fois, je le tue. Comment, chérie? De quoi s'agit-il? Comment? Je déteste la neige, je l'ai en horreur. Il suffit d'une semaine comme ça pour vous rendre haineux. Pitié, mes nerfs! Le 5e jour, la tempête commence à se calmer et le vent a changé de direction, ce qui promet quelque amélioration. Chacun a pris l'habitude de rester au lit le plus tard possible, de façon à réduire tout contact au maximum. En se levant vers 10 heures, Russ Holt se sent coupable de ne pas se conduire en bonne maîtresse de maison, de se laisser dominer par ses nerfs. Après avoir passé un survêtement à la hâte, elle se rend à la cuisine pour préparer pour tous un petit déjeuner copieux dans le but de détendre l'atmosphère. Elle s'immobilise subitement alors qu'elle ouvre le poêle à bois, car il lui semble avoir entendu un homme hurler à l'extérieur. Elle reste un instant immobile, les sens aux aguets. Un nouveau cri s'élève, cette fois plus près de la cabane, plus près et plus fort. Elle se retourne vers la porte, au moment où Frank, son fiancé, entre en trébuchant, l'air égaré. Le blizzard et la promiscuité a poussé les nerfs de chacun à leur point de rupture. Qu'a découvert Frank Vellon pour le faire hurler ainsi? Vous le saurez dans quelques instants. Avec la suite... C'est Hunt, dit-il à sa fiancée. Il est mort. 2 balles dans la tête, en bas, sur le lac. Pétrifié, Russ Holt se mord le poing à sang pour ne pas hurler. Frank se précipite vers la chambre de Wayne et de Nancy Evans. « Wayne !» crie-t-il en frappant la porte. « Sortez de là! Hunt est mort. Il est là-bas, sur le lac. J'ai besoin d'aide pour aller chercher son corps. » Wayne, qui devait déjà être habillé,
ne met que quelques secondes pour sortir en se démenant pour enfiler son anorak. Il est étonnamment calme. Vous êtes sûr? Je suis catégorique. J'ai profité de l'accalmie pour respirer un peu, ajoute-t-il en guise d'explication. J'ai vu des empreintes et j'ai entendu immédiatement après 2 coups de feu. Je me suis rué dans leur direction et je l'ai trouvé. Allons-y, Frank, il n'est peut-être que blessé. Le corps de Hunt Cockrell gît sur le lac entre 2 congères. On a presque l'impression qu'il est tombé là pour se mettre à l'abri du vent. Mais la neige saupoudre déjà son corps. Mellon relève prudemment le capuchon de son parka, découvrant 2 trous noirâtres à la tempe. On ne devrait pas le toucher avant l'arrivée de la police ou d'un médecin, dit Wen. Il s'interrompt en regardant Mellon d'un air penaud. Ah, je suis désolé, Frank. J'ai oublié que vous êtes chirurgien. En effet, convient Mellon. Il faut l'enlever d'ici. Mais pour le mettre où? Dans la cabane? Non, pas question. Il fait chaud dans le chalet. Si nous y laissons Hunt... Il n'achève pas sa phrase. Wen, désemparé, regarde autour d'eux. Que pensez-vous de la réserve de bois? Fait-il soulagé. Ce sera parfait. Il y fait très froid et le corps pourra se maintenir dans un état de parfaite conservation. Dean Holt rejoint le cortège macabre alors qu'ils sont à mi-chemin. Ses yeux écarquillés se posent sur le corps de Cockrell. Russ m'a raconté, quelle horreur! Il est vraiment mort? Tout ce qu'il y a de mort, hélas, dit Mellon. Une fois le corps déposé à même le sol, Mellon le recouvre d'une bâche goudronnée. C'est tout ce que nous pouvons faire, dit-il, en jetant un coup d'œil à la ronde. Tournant la tête vers la porte ouverte, son regard se pose sur le refuge, un sourire forcé sur ses lèvres. Rejoignons-nous ces dames? Alors, une étrange veillée funèbre commence, tandis que la tempête a un dernier sursaut. Ils sont tous blottis près de l'âtre. Fini les mesquineries, les chamailleries. La disparition de Cockrell semble les rapprocher. Tous, cependant, sont conscients du malaise qui pèse sur l'assemblée. Dean Holt, l'hôte, se résout à crever l'abcès. Mes amis, nous savons tous que l'un d'entre nous est un assassin, murmure-t-il, subjugué par le crépitement des bûches. Pas obligatoirement. Hunt s'est peut-être suicidé, fait Evans en emplissant son verre. Avec 2 trous dans la tête? Dean, ça n'est pas le moment de plaisanter, fait Russ. Je ne plaisante hélas pas, Serette. Hunt a été assassiné. Il y aura une enquête. J'ignore combien de temps la police mettra pour venir jusqu'ici. Un jour au moins. Nous avons donc tout le temps de mettre au point une histoire. Une histoire? S'écrie Nancy Evans, indignée. Pourquoi faire? Pour qu'au cours de l'enquête, l'un d'entre nous ne puisse être mis en contradiction avec les autres, chérie, dit son époux en lorgnant vers la bouteille. Pour parler carrément, ajoute le docteur Mellon, nous devons admettre que l'un d'entre nous est un meurtrier. Vu l'état nerveux de ces derniers jours, ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Si les vieux amis que nous sommes accordons nos violons, il est possible de protéger le coupable. Une rafale éparpille une nuée de cendres ardentes. Personne ne fait un geste pour les éteindre. Nous sommes embarqués sur la même galère, reprend Dean. Tenez, personnellement, j'avais un motif. Hunt m'a conseillé un placement catastrophique en bourse. Et moi, j'ai surpris un commentaire qu'il faisait en lisant mon dernier livre. Si j'avais été seul, je lui aurais tordu le cou. Avoue Wen en s'emparant de la bouteille. Et moi, commence Russ en rougissant. Ah, ça suffit, s'emporte Mellon. Nous nous faisons du mal. Ce n'est pas ça qu'il ressuscitera. Frank a raison, tranche Dean. Une fois les pendules mises à l'heure, je chausse mes skis et rallie le village. Après le petit déjeuner, alors que Dean Holt prépare son équipement dans le brouhaha d'une conversation où personne ne semble d'accord,
Nancy réclame soudain le silence. Écoutez, écoutez! On dirait un hélicoptère. Tous se figent, le nez en l'air, les oreilles grandes ouvertes, avant de se ruer à la fenêtre. Surgissant de nulle part, un hélicoptère de la police se pose lentement sur la surface gelée du lac. Un homme en sort qui se dirige rapidement vers le chalet. Tous échangent des regards embarrassés. Personne ne dit mot. Dès qu'il entend le crissement tout proche des skis, Dean va à grands pas ouvrir la porte. L'homme qui entre a le visage avenant. « Hello, les naufragés !» fait-il gaiement. « Je suis le shérif adjoint, Bill Perelman. Nous savions que vous étiez bloqué ici et que les vivres pourraient vous manquer. Si vous le désirez, je peux... » Il s'interrompt brusquement, scrutant les visages sinistres. « Quelque chose ne va pas ?»« Shérif, » fait Dean, « l'un de nous, Hunt Cockrell, est mort. Nous pensons qu'il a été tué. » « Je vois, » fait le shérif avec une toute autre expression. « Où est le corps ? » ?»« Dans la réserve de bois. » »« C'est là qu'il a été tué ? » ?»« Non, au bord du lac. Nous nous sommes permis de le déplacer de crainte de ne pouvoir le retrouver à cause de la neige. »« J'aimerais voir le corps. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner ? Pendant ce temps, ceux qui restent, pourraient-ils écrire leur nom et adresse ainsi que tout fait qui aurait attiré leur attention ? En tant que propriétaire des lieux, Dean se porte volontaire. Une fois à l'intérieur de la réserve, le shérif, soulevant la bâche, examine longuement les plaies fatales. « Avez-vous une pelle, monsieur ?» demande-t-il finalement. « Mais plusieurs, » fait Dean avec un léger sourire. « Nous nous en sommes servis abondamment ces derniers jours. »« Dans ce cas, allons-y, s'il vous plaît, » conclut le shérif. Au bout d'une demi-heure de recherche, le shérif, en nage, malgré la température, s'arrête de pelleter pour scruter le sol. Dean s'approche. Imprimé dans la glace, le contour d'un corps humain creuse une dépression de quelques centimètres. « C'est là !» s'exclame Dean. Le shérif, plongé dans ses réflexions, ne répond pas. « Nous pouvons entrer maintenant, monsieur, » fait-il finalement. L'interrogatoire semble improvisé, presque désinvolte, ce qui étonne quelque peu Dean. Il commence même à se demander s'il ne s'est pas trompé sur l'efficacité du shérif Perelman. Après avoir passé en vue les feuilles qu'on lui a remises, le shérif en choisit une et jette un coup d'œil à Russ Holt. « Mademoiselle Holt, vous avez mentionné un fait d'ordre plutôt intime, à savoir que la victime a tenté plusieurs fois de, flirter avec vous. » « Vous l'auriez découvert tôt ou tard, » fait-elle. « Pourquoi ne pas le mentionner ? Vous avez bien fait, mademoiselle, mais je crains que vous n'ayez omis un fait susceptible de mettre en cause l'un de vos amis. Pourtant, votre conscience vous a obligé à me mettre sur la voie. C'est vous qui avez découvert le corps, n'est-ce pas ? Fait-il à l'adresse de Velorn. Oui, en effet. Était-il mort quand vous êtes arrivé, monsieur Velorn ? Je suis médecin, shérif. Vous en douteriez ? Puis, s'adressant à Russ Holt, ce dont je ne doute pas, c'est que quelqu'un a été témoin des assiduités de Cockrell à votre égard, mademoiselle, et vous l'a reproché par la suite. Docteur Velorn, combien de temps s'est-il écoulé entre la découverte du corps et son transport dans la remise ? Difficile à estimer, shérif, pas plus de 10 minutes en tout cas. Ce ne sont pas les coups de feu qui ont tué Cockrell. Il est mort de froid, conclut le shérif, à la stupeur générale. Mais j'ai vu ses blessures, lance Wayne Evans. Le docteur Velorn aussi.
De même que les tentatives de séduction de Cockerill envers Ross, sa fiancée. Le matin du drame, il l'a suivi au bord du lac. Ils se sont disputés. L'un d'eux a sorti une arme. Cockerill a été touché au cours de l'empoignade. Whelan s'est tout de suite aperçu que par miracle, les balles avaient ricoché sur sa boîte crânienne en l'assommant. Malgré sa haine et l'état de ses nerfs, il ne put se résoudre à l'achever froidement. Alors, il eut l'idée de le déclarer mort et de le faire transporter jusqu'à la réserve, où il était certain que le froid aurait raison de lui. Qui oserait douter du diagnostic d'un chirurgien, n'est-ce pas? Vous mentez, hurle Whelan. Il est une chose qui, elle, ne ment pas, docteur Whelan. C'est l'empreinte du corps dans la glace. Il devait absolument être vivant pour dégager suffisamment de chaleur pour faire fondre la glace. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, de Wilkinson, La guerre des nerfs. Chaque mois, vous pouvez découvrir de nouvelles histoires à suspense. Où ça? Mais dans la revue Hitchcock Magazine.